toogal xaar ma bàyyil ma wari dépense dëkk bi neexul jokkee di cobraan Bienvenue à votre émission Plus de Ciné. Aujourd'hui, l'émission consacrée au cinéma sénégalais et africain reçoit Hubert Labandao. Bonjour Hubert. Bonjour Thierno. Vous avez été le président des 24 heures de cinéma. Depuis quelques années, on n'entend plus parler de cette association des jeunes réalisateurs du Sénégal. Qu'en est-il vraiment? En fait, je pense que c'est par des difficultés qui nous ont un tout petit peu rattrapés quelque part, des difficultés liées au fait aussi que nous avons tous eu des projets entre-temps, certains des projets de court-métrage à réaliser, d'autres des longs comme moi. Et le temps ne nous permettait plus d'être ensemble pour continuer ces projections de films que nous organisions tous les 15 jours au Centre culturel Blaise Senghor. Mais bon, disons que ça c'est vraiment une raison professionnelle, mais quelque part, il faudrait dire qu'on n'a pas eu franchement le soutien effectif que nous devrions avoir sur ce genre d'initiative. Et fort heureusement d'ailleurs avec le Centre culturel Blaise Senghor, sous la direction de Mme Awa Cheikh Diouf et sous votre soutien aussi, travaillant aussi au niveau de cette structure-là à cette époque, nous avions eu vraiment un soutien à 100% de toutes nos activités et toutes ces initiatives-là qu'on avait pour promouvoir en tout cas les produits, promouvoir les films des réalisateurs sénégalais, des jeunes réalisateurs, mais également des aînés et tout. Et donc c'est avec vraiment le soutien de Awa Cheikh qui nous a accueillis dans son centre culturel et qui nous a permis tous les 15 jours en tout cas de pouvoir diffuser, sans moyens aucun, mais de pouvoir diffuser des films. Et avec votre projet aussi, Chad Sinavetan, durant les vacances, ça nous a permis de sortir de Dakar et d'aller montrer ces films-là un peu partout au niveau des associations culturelles et sportives, déjà au niveau de l'arrondissement, des quartiers environnants, mais ensuite vers Rufisque, vers Diamniadio, vers Bargny. Et donc on a senti cet engouement populaire autour du cinéma, parce que souvent on dit que le cinéma a perdu sa vitesse, le cinéma n'est plus visible, mais en réalité, le public africain est toujours là pour voir ses propres produits. Il suffisait juste qu'on mette les mesures d'accompagnement qu'il fallait pour que ce public effectivement puisse régulièrement, comme on le faisait avec les 24 heures de cinéma, voir les films africains, les films sénégalais, les films en général du monde. Donc, du coup, après le départ de Mme Awa Cheikh, avec nos projets personnels, du coup, on n'a plus eu ce temps-là de nous occuper de ça. Et du coup, on n'entend plus parler des 24 heures de cinéma. Mais je crois que l'esprit est là, toujours. Même si... Ne faudrait-il pas passer 24 heures de cinéma à tous ces jeunes qui s'intéressent au cinéma? Oui, bien sûr. C'est ce que nous avons pensé d'ailleurs faire. En nous détachant un peu de ces structures-là, parce qu'il y avait quand même, il n'y avait pas que les jeunes cinéastes sénégalais, mais il y avait aussi d'autres jeunes qui étaient intéressés par le cinéma. C'était des étudiants en cinéma ou des étudiants carrément sur d'autres filières, mais qui s'intéressaient vraiment aux produits cinématographiques. Donc, qui étaient là aussi dans l'association et qui nous aidaient un tout petit peu à développer nos projets.
Et effectivement, quand nous avions quitté, on avait pensé qu'ils allaient prendre la relève et continuer. Mais je crois que c'était peut-être probablement un peu plus difficile qu'eux de pouvoir pérenniser cette activité. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec Ismaël Thiam, qui est aussi jeune réalisateur, qui a aussi poursuivi, je pense, cette initiative, il y a eu d'autres propositions. En tout cas, ça a inspiré, les 24 heures de cinéma ont inspiré d'autres structures à développer, à projeter des films, à rencontrer des jeunes réalisateurs, d'autres à rencontrer des aînés aussi, à discuter autour du cinéma, à débattre autour du cinéma. Et il y a les ciné banlieues, il y a d'autres structures qui sont au ciné UCAD à l'université, et d'autres structures. Et je crois que même si quelque part les 24 heures de cinéma, on a été un tout petit peu en amont de tout cela, ce qui était important, et ce qui est important d'ailleurs pour moi, c'est que ces structures-là puissent poursuivre ces activités-là. Vous avez suivi des études en droit. Pourquoi vous avez arrêté pour choisir le cinéma? En fait, je ne sais pas si c'est le cinéma qui m'a choisi ou c'est moi qui ai choisi le cinéma, parce que en tout cas, la question est là. Mais je crois que j'ai été très tôt imprégné par l'image. Étant issu d'un quartier populaire, Grand Dakar, qui était entouré de salles de cinéma à l'époque. Donc nous, quand on n'allait pas à l'école, surtout le week-end, on se faisait le plaisir d'être ensemble parmi les jeunes de quartier, aller voir des films. Bon, à ce moment-là, on ne parlait même pas de cinéma africain, même s'il y avait beaucoup de salles à cette époque au Sénégal. Et donc c'était les films hindous, karaté, films d'action américains plus tard. Mais je crois que le goût du cinéma m'a pris dès ce bas âge-là, en tant que gamin, parce que j'étais vraiment fasciné par l'image. Quand on rentrait en tant que gamin dans une grande salle avec un très grand écran, des images, tu vois, des personnages colossaux comme ça devant un écran, bon, ça fascine quelque part, ça nous fascinait. Et j'étais aussi imprégné dans les bandes dessinées. Et où avez-vous suivi une formation en cinéma? C'est après, effectivement, pour revenir à votre question de savoir pourquoi j'ai abandonné le droit. Tout simplement, j'avais lu dans un journal une formation, un concours de PBS audiovisuel, parce que ça a été financé par le 7e FED à l'époque, et qui a été initié par Papa Darasek, un cinéaste sénégalais. Donc, il organisait un concours pour une formation technique cinématographique. Et du coup, le goût m'a pris tout de suite. De dire, bon, écoute, je vais essayer de voir, puisque j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé voir des films, j'ai toujours, en tout cas, aimé développer cet esprit-là un peu. C'est comme ça que j'ai fait le concours. Je suis tombé sur un journal comme ça, et je suis tombé sur le concours. Et j'ai réussi ce concours-là, avec pas mal de jeunes aussi. À l'époque, on était une centaine. Bon, l'école a fait 2 ans, puis a fermé ses portes. Pour des raisons que je ne citerai pas ici. Mais, en tout cas, ça nous a permis, nous, d'entrer dans le monde du cinéma, surtout moi. Et parmi ces centaines de jeunes-là, il y a 2 ou 3 maintenant qui restent dans le métier. Vous faites aussi partie de la première génération de Médiacentre. Oui, disons moi, on a un tout petit peu confondu les 2 écoles, parce qu'il n'y avait pas Darasek, PBS audiovisuel, il y avait aussi les Médiacentres. Donc les jeunes aussi se retrouvaient entre Médiacentre et PBS. C'était les 2 écoles, les jeunes aimaient se fréquenter. Et du coup, on aimait aussi aller au Médiacentre et rencontrer ces jeunes, discuter avec eux. Et effectivement, là, on peut dire que j'ai fait partie de ces premières générations d'étudiants au Médiacentre. Parce que je me rappelle aussi de cette école qui a été une excellente initiative. En tout cas, je salue vraiment cette initiative de pouvoir réunir comme ça des jeunes et de leur donner les moyens de faire du cinéma sans moyens. Pouvez-vous nous parler de vos premiers courts-métrages, Les Infortunes et Les Chemins des Anges? Oui, Les Infortunés. En fait, je me suis dit que, entrant dans le cinéma, ne sachant personne, ne connaissant personne dans les milieux, mais ayant cette forte conviction, cette volonté de faire du cinéma, je me suis dit, bon, il ne fallait pas venir quand même les mains vides.
Sinon, ce serait difficile parce que je n'avais pas aussi les moyens d'intégrer des plateaux de long métrage, d'être stagiaire, comme je vous ai dit. Mais il fallait quand même venir avec quelque chose en main. Et les infortunés, effectivement, grâce à l'appui du Média Centre, on a pu faire ce court-métrage. Ensuite, il y avait le chemin des hommes. De quoi? Mais les infortunés, c'est des jeunes qui errent un tout petit peu dans leur quartier, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'emploi, qui sont oisifs et qui se sont donné ce malin plaisir de dire, écoutez, nous allons arnaquer quelque part les passants, on va se transformer en mendiants. C'est un film toujours actuel alors? Oui. Enfin, je crois que oui. Je crois qu'à un moment donné, oui. Parce que bon, on rencontre pas mal de situations comme ça. Des gens qui sont carrément pourvus de tous leurs moyens physiques, mentaux et tout. Ça donnait à ces gens de pratiques et qui, malheureusement, confondent tout. Alors, ces jeunes se sont donné cette idée. Ils ont dit, bon, on va se transformer l'un en aveugle, l'autre en handicapé carrément, et on va se mettre au niveau des circulations et commander des pièces. Et le chemin des hommes? Le chemin des hommes, c'est l'histoire d'un jeune qui a éprouvé d'énormes difficultés dans sa famille. Parce qu'il n'était pas du tout aimé par ses frères, par ses sœurs, parce que le croyant, parce qu'il chômait et que le croyant est tellement oisif, parce que bon, il n'apporte rien à la famille, il n'apporte rien, rien du tout. Donc du coup, ça l'a tellement fait mal qu'il s'est dit effectivement, je vais essayer de faire quelque chose. Mais à travers les chemins des hommes, il y a une certaine chronique d'une vie sociale assez débridée, assez difficile, une atmosphère assez sombre de ces jeunes qui sont dans les rues, qui sont dans les quartiers, qui sont dans des familles et qui éprouvent des difficultés pour s'en sortir. En 2004, tu réalises avec Manuel Gasquet un documentaire de 52 minutes, Blanc de mémoire, presque méconnu par les Sénégalais. Pouvez-vous nous parler de ce documentaire? Oui, méconnu parce que bon, j'étais co-réalisateur, j'étais coopté parce qu'en ce moment-là, j'étais assistant réalisateur dans le film de long métrage de Serge Moiti, Capitaine des Ténèbres, qu'on a tourné à Saint-Louis, et le producteur Mokhtar Ba m'a sollicité pour que je puisse réaliser avec Manuel Gasquet ce documentaire. Donc, Blanc de mémoire. Si vous voulez un tout petit peu, le documentaire est le prolongement de la fiction. Parce que la fiction parle un peu de la colonisation française et des traces que la colonisation a laissées à Saint-Louis. Donc c'est un tout petit peu un prolongement dans le documentaire et il fallait traiter ce côté fiction en documentaire. Et donc nous avons travaillé en parfaite harmonie avec Manuel Gasquet et nous avons eu à interviewer beaucoup de personnalités. On a suivi un peu toutes les traces de la colonisation, tout ce qui reste en tout cas en termes de traces sur la colonisation française, pour essayer de situer Saint-Louis vraiment dans cette époque historique, vous voyez. Et bon, j'ai co-réalisé ce documentaire, mais disons simplement que on relatait un tout petit peu tous les vestiges, tout ce qui restait de cette colonisation en France, mais à Saint-Louis, mais dans le cadre général au Sénégal. Voilà, parce qu'on a en 2007, à Dakar, un peu partout, tu réalises ton premier long métrage, Tës Tës. Pourquoi ce titre, Tës Tës? Tës Tës, c'est un titre en Wolof. Tës Tës, c'est débrouiller. C'est se réveiller tous les jours, aller au combat. Pouvez-vous nous parler du film Tës Tës? Tës Tës, c'est un tout petit peu l'histoire d'un jeune qui a fait sa vie aux États-Unis, qui arrive et pour créer une société de production. Et en même temps, disons, pour les besoins d'une campagne publicitaire, cherche une jeune fille qui pourrait avoir le rôle principal. Vous voyez, c'est comme ça qu'il tombe. Pape, le personnage principal, tombe sur Absa, une fille très sensible, très idéaliste, très sérieuse,
qui est un tout petit peu à cheval avec tous les principes, alors que Pape, c'est tout à fait le contraire. Et donc Pape, finalement, tombe amoureux de cette fille. Et tout de suite, les conflits vont être ouverts, parce que ce n'est pas les mêmes personnalités, ce n'est pas les mêmes comportements. Et donc, de conflit en conflit, Pape va réaliser plus tard, effectivement, il était vraiment amoureux de cette fille. Mais entre-temps, il y a eu tellement de démêlés, tellement de difficultés entre eux, parce que ce n'était pas la même vision. Et pourtant, c'est des jeunes, mais ils n'avaient pas la même vision des choses, pas la même vision de ce qu'il fallait faire, pas la même vision aussi de leur personnalité, ni de leur comportement, ni de leur caractère. Donc c'était vraiment un choc frontal quoi, entre Pape et Absa. Nous allons voir Hubert un extrait de Testes. Ah, d'accord. Et comment va Mokhtar? Qu'est-ce qui te prend là? Tu te crois où? Je me crois dans ton bureau et je m'en fous de t'interrompre. De toute façon, t'étais pas en train de travailler. Si je travaille. Ça fait partie de ton travail de traîner avec celle-là? Et puis c'est qui celle-là? C'est qui cette fille? Tu parles de qui? Je parle de celle-là, c'est qui? Et ce n'est pas tout. Le vieux menteur va prendre une deuxième femme. Et tu vas être gentil avec elle. Sinon... Mais tu la connais bien. C'est Mintou, la copine de ta fille chérie. Le premier long métrage Testes a été salué par le public et par beaucoup de critiques. Par contre, certaines disent que vous aimez montrer le sexe, traiter beaucoup de sexualité dans un pays quasiment musulman. Oui, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Hein. J'assume les thèmes que je développe, sur les thèmes sur lesquels je travaille, mais ce n'est pas le fait de montrer, de chercher coûte que coûte à montrer ou à aimer à montrer des phénomènes comme ça, le sexe, la drogue et tout ça. C'est pas vraiment une volonté de le faire carrément, parce que je pense que, comme ils disent, j'aime à montrer, c'est parce que certainement ils oublient vraiment le contenu du film, ils oublient tous les éléments qui tournent autour du film pour se focaliser juste sur des scènes. C'est des scènes vraiment que moi je filme de manière assez soft quand même, mais nous sommes dans une société, je dirais, à fort relent conservateur, conservatrice, parce qu'il y a beaucoup d'idéaux, beaucoup de traditions, mais fortement influençables aussi au mode de vie occidental. Et je pense que ces thèmes collent avec la jeunesse aussi. Hein. Nous ne sommes pas sur notre planète que sur une planète Terre où nous vivons les mêmes choses avec les autres pays. Nous sommes dans une société moderne aussi où les jeunes sont confrontés à ça aussi. Ils sont confrontés à la drogue, ils sont confrontés au sexe, ils sont confrontés à d'autres choses, à pas mal de choses. Et moi, pour moi, c'est un credo de m'intéresser à tout ce qui touche la jeunesse. Ce n'est pas simplement de sexe ni de drogue, ça peut être autre chose aussi. Hein. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être confronté à ces thèmes qui lient directement la jeunesse. Donc, du coup, c'est un parti pris et que j'assume pleinement, mais ce n'est pas franchement une volonté comment dirais-je, de susciter un débat autour de ça ou de provoquer des sensibilités et autres. Non, pas du tout. Mais simplement de montrer ce qu'il y a là et qu'il faut qu'on en discute. Voilà. Et je rappelle que Testes a eu plusieurs distinctions, dont le Python Children, prix du public au Festival Quintessence au Bénin en janvier 2009. Le prix du meilleur film de long métrage fiction dans la catégorie Africa numérique lors du Festival Vue d'Afrique à Montréal en avril 2008.
l'ébène du public au Festival international du film de quartier en 2007. Teus Teus aussi fut également en compétition officielle au FESPACO 2007. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre premier long métrage en compétition officielle au FESPACO? Un encouragement. J'étais vraiment, en fait, j'étais ému parce que je me disais que c'était un premier long métrage. J'arrive carrément tout juste au début du cinéma, à l'entrée, vous voyez, et que c'est un signe d'encouragement, c'est tout. Je voyais effectivement des félicitations de part et d'autre, mais moi, en âme et conscience, et ce qui m'animait plus, c'était de montrer ce que moi, je rencontrais tous les jours dans la vie. Hein, ce que les gens me racontaient, ce que je voyais aussi, parce que je sors beaucoup et que je vois beaucoup de choses, et ce qui tourne autour de moi. Donc moi, ça a été un encouragement, vraiment, que et puis vraiment ces distinctions-là. Et quelque part aussi, je me disais que j'étais dans le droit chemin pour pouvoir développer ce genre de thèmes. Et que, voilà. Je pense quand même quelque part, un cinéaste doit pouvoir s'identifier dans ce que disent les journalistes un peu l'éditorial. C'est la ligne directrice de ce que l'on veut faire aujourd'hui et plus tard dans sa carrière. Je crois que je m'inscris dans cette lignée de ces thèmes que je vais plus tard développer dans mes films. En 2013, vous réalisez votre deuxième long métrage, Dakar Trottoir. Est-ce une continuité de Teus Teus? Y a-t-il un trait d'union entre Teus Teus et Dakar Trottoir? Oui, disons que c'est une continuité, un prolongement sur d'autres thèmes, parce que Teus Teus nous relatait un peu une jeunesse urbaine assez dorée, assez aisée, voilà. Alors que Dakar Trottoir, c'est tout à fait le contraire, c'est une jeunesse vraiment en marge des milieux structurés. Donc une jeunesse urbaine qui erre dans les rues, dans les trottoirs de Dakar. Et donc je crois que c'est une continuité. Parce que l'un dans l'autre, comme dans Dakar Trottoir, comme dans mes courts-métrages aussi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. Et on retrouve vraiment des thèmes de jeunesse dans tous ces films-là. Filmez-vous dans Dakar Trottoir la nuit, à Dakar? J'ai essentiellement tourné la nuit dans Dakar Trottoir. Essentiellement tourné la nuit parce que le propos du film s'y situait. Voilà. Dakar le jour, les habitants, les Dakarois, comme ceux qui sont aussi d'autres régions qui arrivent dans Dakar pour travailler, parce que pour vaquer à leurs occupations, parce que tout simplement le centre-ville concentre toutes les activités administratives, politiques du pays. Donc cette portion du territoire-là, la journée est envahie par tout le monde, par tous ceux qui viennent de Dakar, de la banlieue et des régions. Mais le soir, effectivement et naturellement, tout le monde rentre chez lui et il y a une autre forme de vie qui s'y développe. Et c'est ça que raconte Dakar Trottoir, parce que c'est cette jeunesse qui arrive, qui prend en possession de cette ville et qui essaye donc de se débrouiller pour s'en sortir. Donc c'est le milieu effectivement de la drogue aussi, c'est le milieu du sexe, ça revient parce que c'est intimement lié, c'est le milieu aussi de la violence. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en ce moment-là, tous les rêves sont permis, mais bon, certains virent au cauchemar. Nous allons voir un extrait de Dakar Trottoir. Cyril, même une minute, Cyril, Fiston, je suis content. Tu fais du bon boulot. Vraiment, je suis fier de toi. Il y a un quart de cul. Mais là, j'ai du nouveau. Parce que l'herbe, c'est fini. Business bu bees. Ban business la Pathé. Pëndax, le meilleur des médicaments. Pëndax. waaw. wóorul dama am njaboot Pathé. Mais mes nouveaux partenaires là, c'est comme le KGB.
En regardant Dakar Trottoir, on a l'impression que les jeunes s'en sortent grâce à la drogue, s'en sortent grâce au petit trafic, au sexe, à la violence, parce que quelque part c'est leur vécu et ils sont obligés de se battre, de se débrouiller tout seuls pour s'en sortir. Mais ce n'est pas la solution. Et la fin du film nous le montre quelque part, même si au-delà, d'autres disent qu'il faut un Dakar Trottoir 2 et tout. Mais le message il est fort, c'est comme je l'ai dit, tous les rêves sont permis. On peut réussir en pratiquant tellement de choses. Mais la drogue n'est pas une solution. Les petits trafics, ce n'est pas la solution. Verser aussi dans le sexe, dans la débilité, ce n'est pas la solution. Et la violence, ce n'est pas la solution, même si on a vécu pas mal de choses dans la vie. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se battre, mais dans le droit chemin. Faire comme tous ces jeunes qui se lèvent le matin, qui n'ont pas vraiment rien, qui sont dépourvus, mais qui se battent tous les jours pour s'en sortir, mais dans le droit chemin. Donc, c'est le message là que je veux passer à la jeunesse. Certaines critiques estiment que vous avez raté le casting de Dakar Trottoir. Partagez-vous cette assertion? Non, je ne le partage pas dans la mesure où moi j'ai fait 2 ans de casting avec les gamins, avec cette bande de jeunes. Je travaille avec eux. Ils n'étaient même pas au courant de ce qui va se faire. C'est juste que je leur ai dit que nous allons faire un film ensemble sur les trottoirs de Dakar. Et j'aimerais qu'on soit ensemble, qu'on se connaisse, que chacun dise ce qu'il ressent, ce qu'il fait tous les jours. Et ça, c'était dans l'idée d'identifier les futurs personnages de Dakar Trottoir. Donc j'estime que le casting, je ne sais pas à quel niveau ils le situent, ce qu'ils le disent. Moi, j'estime tout simplement que non, je ne suis pas d'accord en tout cas de cette assumption, que j'ai raté C'est un film vérité, c'est un film qui s'approche de la réalité, c'est un film très réaliste, dont l'esthétique est très réaliste. Il fallait quand même entrer dans la peau de ces jeunes. Aucun d'entre nous n'a jamais fait les trottoirs, n'a jamais fréquenté les trottoirs, n'a jamais été un jeune des trottoirs de Dakar, ni des banlieues et tout. Alors, ils ont un code, ils ont une manière de se comporter, ils ont un langage, ils ont un regard. Et il fallait que moi d'abord que je m'imprègne de ces codes-là. Ce qui serait grave pour moi, c'est que ces jeunes, une fois que le film sort, ils disent non, ça c'est pas comme ça qu'on vit. Dakar Trottoir, c'est destiné à une jeunesse, mais le vécu, en fait, en réalité, c'est les jeunes qu'on voit tous les jours. Et quand ils verront ce film, ou quand ils voient ce film, ils se disent, ben, écoute, ça c'est notre réalité, c'est ce que nous vivons tous les jours. C'était pour moi ça le challenge, c'était pour moi ça le défi. Et que ces jeunes aussi, que cette réalité, une fois que le film sort et qu'il est montré au Brésil, qu'il est montré en Amérique latine et tout, qu'il est montré dans les favelas, qu'il est montré aux États-Unis, que ces jeunes aussi puissent se reconnaître, puissent s'identifier à cela. C'était ça mon défi. Hubert, êtes-vous influencé par un cinéaste sénégalais ou s'identifiez-vous par rapport à une école de cinéma? Non, je ne m'identifie pas par rapport à un cinéaste sénégalais, ni aussi par une école. Je crois que la véritable école que j'ai eue, c'était mon quartier. Là où c'était chaud, là où il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que ça m'a forgé à telle enseigne que ça m'a poussé à faire du cinéma. Donc je pense avoir suffisamment de ressources au niveau de tout ce que j'ai vécu, au niveau de tout ce que j'ai vu autour de moi pour me forger une école. Ça, c'est par rapport à moi. Maintenant, la véritable école par rapport à une certaine manière de faire, à une certaine manière de filmer, oui, on peut s'identifier de part et d'autre, mais pas à une seule entité. Vos 2 longs métrages ont été produits par Ndiouga Mokhtar Ba. Quels sont vos liens avec le producteur Ndiouga Mokhtar Ba? Des liens professionnels et aussi des liens affectifs, parce que je pense que c'est à cause de lui que j'ai fait du cinéma. Parce que comme je vous ai dit, à l'époque en 1997, quand cette école a été
ouverte et après 2 ans, il fallait soit continuer le cinéma ou aller poursuivre encore les études de droit. Et comme j'avais déjà choisi et que j'avais assumé ce choix, il fallait quand même que je me batte. Donc c'est pour ces raisons-là que je reviens très rapidement sur ces 2 courts-métrages-là que j'ai réalisés pour montrer, en tout cas, à un producteur qui serait intéressé que moi je veux faire du cinéma. Et c'est comme ça que moi, mis en rapport avec Mokhtar. Et Mokhtar a vu en moi, je pense, cette arme, cette volonté de faire ce métier-là, cet engouement en tout cas tout ce qui m'animait autour de ça, et il a misé sur moi, pas en me donnant tout de suite des films, mais en me mettant déjà dans des plateaux de long métrage pour que j'apprenne aussi, que je me côtoie avec des réalisateurs, parce qu'à l'époque aussi avec Mediatik, on a eu à travailler avec beaucoup de réalisateurs africains, européens, et ça a été vraiment un multipote, et ça m'a vraiment servi. Quand je vous dis accusé de réception, vous pensez à qui? À Djibril Saliou Ndiaye. Effectivement, nous allons recevoir Djibril Saliou Ndiaye. Bonjour Djibril, bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Ça va. Vous étiez ensemble à 24 heures de cinéma à Blessemor, vous êtes battus ensemble pour projeter des films partout à Dakar, partout au Sénégal. Vous avez été aussi ensemble au Festival de cinéma de Nioro du Rip, etc., etc. Djibril Saliou Ndiaye, il a été longtemps premier assistant ou bien assistant de Moussa Sen Absa. Djibril, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu votre formation à côté de Moussa Sen Absa? Effectivement, je suis sorti de l'école de Moussa Sen Absa, qui était une grande école de cinéma dans ce pays. Parce que beaucoup de pays, beaucoup de jeunes ont eu à profiter de cette occasion pour être formés dans la réalisation par Moussa Sen et Bouna Medoune Sey, dans la production par Badouba. Donc je faisais partie de ces jeunes qui ont été derrière Moussa Sen Absa et j'ai été son assistant dans ces films. Et Djibril, moi je pense que vous êtes aussi dans le documentaire, dans les séries et dans la fiction. Comment vous avez pu allier ces genres-là, documentaire, fiction et série? Bon, notre vocation c'est de faire des films. Un cinéaste doit être multidimensionnel, de pouvoir faire des films documentaires, fiction et série. Tout cela dépend de l'ambition du cinéaste. Voilà. Vous avez réalisé en 2004 Un trésor dans un dépotoir. En 2005, Garaboumbed, série TV de 60 épisodes. 2006, Dago, un documentaire. 2007, Quelle différence, un court-métrage fiction. En 2008, Une nuit Saint-Louisienne, un documentaire à Saint-Louis. Pourquoi un documentaire sur Saint-Louis? Pouvez-vous nous parler de votre documentaire Une nuit Saint-Louisienne? Ce film repose sur l'histoire de Saint-Louis, la création de Saint-Louis, l'époque coloniale, en pensant juste par le fanal de Saint-Louis, qui est une manifestation annuelle et culturelle qui est organisée par Marie-Madeleine Diallo, qui est une fête très riche en couleurs et en rythme. Donc, en quelque sorte, ça vend la culture saint-louisienne et la culture sénégalaise dans le monde. Parce que dans l'histoire, on parlait que le fanal a été créé par des signards qui vivaient à Saint-Louis. Et c'était une rencontre où ces signards et les colons fêtaient pour célébrer, je pense, pour offrir un cadeau au gouverneur qui était à l'époque à Saint-Louis. Vraiment. Et dans ce film, il y a aussi des défilés comme Oumoussi,
qui est venu avec ses mannequins et qui sont vêtus de signards. Vraiment, ça a été avec aussi la création des fanals, c'est ce genre de maquettes qui symbolisent la ville, des édifices vraiment coloniaux. Voilà, en quelque sorte, j'ai pu réaliser ce film. Nous allons voir justement un extrait de Une nuit saint-louisienne. Jusqu'en 1968, il y a eu de 1958 jusqu'à 1960, donc une période entre 10 et 15 ans, le fanal avait en un certain moment, durant son évolution, créé certains remous d'ordre politique. L'accession du Sénégal à l'indépendance avait amené le président de la République à l'époque à supprimer le caractère du fanal pour mettre un terme à ces formes de rivalité politique. Alors donc le fanal n'a repris du truc qu'à partir de 1968 avec l'arrivée des 3 présidents à Saint-Louis à l'époque, Houphouët-Boigny, Senghor et si mes souhaits sont exacts, Une série TV de 240 épisodes. Je rappelle que Gorgorlou était aussi une série qui avait été réalisée par Moussa Sen Absa. Pourquoi vous avez repris Gorgorlou? Oui, parce qu'il y avait la demande des Sénégalais, hein, et comme Moussa n'était pas là, on était ses assistants, moi et Lahat, et avec le management de Ousmane Sall, qui était aussi formé dans la boîte, on s'est réunis pour reprendre Gorgorlou. Et on a pu réaliser beaucoup d'épisodes, dont 76 épisodes qui ont été diffusés. Comme nous avons l'habitude de tourner des séries, donc ça n'a pas été difficile pour nous de reprendre Gorgorlou. Malheureusement, avec la crise économique, les sponsors ont pu arrêter leur contribution pour la série Gorgorlou. Et en 2012, vous réalisez Accusé de réception. Qu'en est-il vraiment de ce film? Oui, Accusé de réception, presque aujourd'hui, ce film il est aimé partout dans le monde. Oui, parce que le film est passé dans beaucoup de télévisions et dans beaucoup de festivals. Et les Sénégalais l'aiment. Même en Casamance, ils l'ont vu, Accusé de réception. Et j'ai eu des échos très favorables sur la diffusion de Accusé de réception durant les récidacs de 2014. Accusé de réception, c'est l'histoire d'un père de famille qui a été l'essentiel de son travail et maintenant il est devenu chômeur. Il parvient difficilement à trouver la dépense quotidienne. Un jour, l'idée lui est venue d'écrire une lettre au bon Dieu pour qu'il lui réponde à ses besoins. Et il reçoit une réponse inattendue. En quelque sorte, l'idée est là. Donc, dans ce film, je voudrais montrer, c'est un peu philosophique parce que nous sommes dans une crise où chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu vois le père de famille qui se lève un jour, qui n'a rien dans les poches, c'est difficile. Comment il va trouver la nourriture pour ses enfants? C'est très difficile. Donc, actuellement, les gens, avec la crise, les gens rencontrent de nombreux problèmes. Et lui, il n'avait pas des gens qui pourraient le venir en aide. Donc un jour, il s'est enfermé dans sa chambre et commencé à écrire une lettre au bon Dieu. Malheureusement, il a posté ces lettres à la poste.
Bon, comme Dieu n'aide pas les gens main dans la main, il passe toujours par quelqu'un. Donc lorsque les travailleurs de la poste ont lu cette lettre, ils en ont marré, mais ils ont décidé de l'aider. Toujours ça, c'est l'apport de Dieu. Ensuite, ils ont cotisé, ils ont fait une quête environ de 415 000 francs. Ils ont amené l'argent à Amdi. Nous allons voir un extrait d'accusé de réception. Bonjour. Bonjour. Vous êtes M. Fall? Amdi Fall. Oui. C'est moi. J'ai un courrier pour vous. Veuillez signer, monsieur. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir, monsieur. Et accusé de réception, est-ce un hymne à l'espoir? Oui, un hymne à l'histoire parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le cinéma sénégalais se porte bien par rapport aux gens qui incarnent les films, par rapport aux gens aussi qui font ces films. Parce que nous avons vu de grandes productions sénégalaises qui ont remporté des films. Le cas de Hubert, donc on peut dire que ce film fait partie de ce cadre. On peut avoir espéré de ce film. Hubert, vous avez vu Accusé de réception? Oui, mais Comment vous avez vu Accusé de réception de Djibril Saliou? Non, je pense que c'est un film assez beau, vraiment. Il a tout de suite dit un peu cette démarche un peu philosophique des choses. Il y a aussi à travers cela une dimension aussi sociale, hein, parce qu'il vient de le souligner. Donc cette crise généralisée qui fait qu'aujourd'hui les premiers à souffrir de cela, c'est les pères de famille, c'est les gens qui tous les jours doivent se battre. Hein. C'est un tout petit peu avec en corrélation avec ces jeunes aussi qui doivent se retrouver dans les rues à se débrouiller. Donc les jeunes aussi, les pères de famille sont exposés à toutes ces difficultés-là parce qu'ils doivent nourrir leur famille, ils doivent aller chercher la dépense quotidienne et tout. Et devant donc le manque d'espoir face à ce qui devrait l'aider, face au système aussi qui a fait tout cela, il s'adresse à celui en qui il croit, je crois, le bon Dieu. Et c'est un signe d'espoir, comme vous l'avez dit, c'est une forme en fait, il se livre à celui qui l'a créé, à ce Dieu. Et donc cette dimension sociale, on l'amène un petit peu à cette dimension philosophique. Il y a cette dimension aussi culturelle dans ce film. Hein. Il y a une dimension assez culturelle. Parce que le personnage principal aussi et toute sa famille, je crois que la tradition normalement voudrait que quand quelqu'un est dans des difficultés, que ce soit le frère, l'oncle, ou la nièce ou la grande famille qui viennent l'aider, au lieu d'attendre qu'il se retrouve dans la rue. Parce qu'il y a beaucoup aussi de situations comme ça où malheureusement les gens se retrouvent dans la rue, même des pères de famille se retrouvent comme ça dans la rue à mendier ou à commander pour la dépense quotidienne. Et chaque jour on le voit. Donc cette dimension culturelle fait que nous on dit qu'on est culturellement bien assez, mais il y a des choses, il y a des situations où on doit se poser la question, ça la pose problème en tout cas. Djibril Saliou Ndiaye, à quand le premier long métrage? Je laisse ça au bon Dieu. Parce que actuellement, je travaille sur des sujets de court et de long. Et le prochain traite de quoi? Le prochain film? Pour le court, ça traite sur l'alcoolisme. Parce qu'aujourd'hui, la consommation
l'alcool est devenu une chose banale parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à l'alcool comme ça. Et j'ai décidé d'apporter mon point de vue par rapport à ce fléau qui gangrène notre société. Donc l'alcool est devenu une contagion sociale. Donc il faut que tout cinéaste qui est témoin de son temps peut parler de ces choses-là. Et pour le long métrage aussi, ça parle de l'immigration clandestine à travers le désert pour atteindre les côtes méditerranéennes. C'est un périple que je voudrais donner mon point de vue par rapport à aussi ce problème aussi qui est un problème actuel et le monde en souffre à cause des migrants parce qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui s'adonnent dans le désert et dans la mer ou dans les espaces comme ça illégalement. Et nous, cinéastes, nous sommes témoins de notre temps, donc nous devons apporter notre contribution, notre point de vue par rapport à ces événements qui sont là. Une question pour Hubert, à quand le prochain film? Oui, ça pour bientôt, parce qu'on ne décrète pas qu'un jour comme ça, on va le faire, parce que bon, il faut aller trouver encore des financements, ça prend un peu de temps, mais je pense pour bientôt, pour très très bientôt d'ailleurs. Ça traitera de quoi le film? Il y aura une dimension un tout petit peu politique. Je vais aller vite là, parce que sinon, si je dévoile tout, mais disons en tout cas en quelques phrases. Parlez-nous un peu de ce film. En quelques phrases, ça parle un petit peu des terrains qui sont destinés à des populations en déguerpissement et qui sont revendus. Donc c'est l'association des populations en recasement, en déguerpissement et qui ne trouvent pas de terrain et chaque fois. Donc c'est ce conflit-là entre les collectivités locales et les populations. Merci. Votre dernier mot, qui voudrait saluer? Bon, je voudrais remercier les amis. D'abord Moussa Sen, Bouna, Medine Sey, Padouba et vous-même. Et tous mes amis cinéastes et comédiens, ma mère, surtout qui est en ce moment malade. C'est une situation très difficile. Voilà. Et je souhaite que cette émission aille de l'avant et chaque cinéaste pourrait venir parler de ce qu'il ressent pour le cinéma sénégalais et pour l'émergence du cinéma sénégalais. Dernier mot, Hubert? Oui, donc je vais lui emboîter le pas. Remercier pour l'occasion que vous aviez donnée là de parler un peu de cinéma, de parler de nos films. Remercier les bailleurs qui nous ont permis de faire Dakar Trottoir, de réaliser Dakar Trottoir en tout cas. Donc l'Union Européenne, le Fonds Sud, le Vision Sud-Est, Canal Plus aussi. L'État du Sénégal. L'État du Sénégal, bien sûr. Et ensuite, remercier Mokhtar aussi, qui est le producteur, qui a eu confiance en moi pour me confier ce projet-là. Et donc, remercier aussi toute ma famille qui n'ont cessé de me soutenir dans ce dur métier. Nous savons qu'aujourd'hui, je pense que nous faisons l'un des métiers les plus durs au monde. Il faut de la volonté, il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation, beaucoup de ressources pour le faire. Et encourager les jeunes aussi qui sont derrière nous à y croire, à continuer à y croire. Le chemin il est long, mais je pense que ça vaut la peine de se battre pour montrer aussi que l'Afrique existe, que nous avons aussi des images à montrer, nous avons aussi des produits qui peuvent se concourir donc à l'échelle mondiale et par ricochet, donc participer au développement socio-économique du
Sénégal, de l'Afrique aussi. Juste pour dire que le cinéma sénégalais se fera avec ces gens-là. Le cinéma sénégalais ne se fera pas avec une série, ne se fera pas avec une fiction, ne se fera pas avec un réalisateur. Personne à elle seule ne pourra pas révolutionner le cinéma sénégalais. Ce cinéma sénégalais va se révolutionner avec des centaines de producteurs, avec des milliers de réalisateurs, avec des millions de techniciens, etc., etc. C'était votre émission Plus de ciné consacrée au cinéma sénégalais et africain. Je vous donne rendez-vous dans un mois, Inch'Allah.